Le dispositif du musée, ce modèle permettant de figurer une culture, que ce soit la sienne ou celle des autres, me semble une porte d'entrée intéressante concernant la question complexe de la représentation identitaire. Le livre de Benoît Delétoile, Le goût des autres, datant de 2007, explore minutieusement l'évolution dans le contexte français de ce qu'il appelle un musée de l'autre, depuis le musée de l'Homme jusqu'au musée des Arts Premiers. L'auteur explicite la manière dont le dispositif d'un musée a historiquement construit la représentation de l'autre, souvent de l'autre colonisé, ou encore d'une manière anhistorique, c'est-à-dire dans un fantasme élaboré grâce au truchement de l'esthétique, dont la dernière version serait l'homme premier, cet artiste originel. L'auteur emploie une catégorisation très simple pour pouvoir appréhender ce que seraient les musées identitaires. Ainsi pour Benoît Delétoile, je cite, on peut en effet, pour simplifier, répartir les musées, et tout particulièrement les musées d'anthropologie et d'histoire, en deux catégories du point de vue de leur rapport à l'identité, les musées de soi et les musées des autres. Cette opposition de deux types de musées amènerait nécessairement une symétrisation, une mise en miroir entre deux entités qui seraient distinctes, que l'on peut nommer par le moderne et le primitif, ou encore par l'Occident et l'Orient. Mais cette segmentation ne reposerait pas sur une égalité qui serait a priori parfaite, car le prototype de l'altérité serait construit à partir d'un point de départ qui serait notre supposée identité. Ainsi l'autre n'aurait d'évidence qu'en devenant le reflet de nous, notre ombre, notre envers. Cette représentation de nous-mêmes à travers le miroir renversant peut construire une figure positive, comme avec la figure du bon sauvage qui n'est pas aliéné par notre société moderne, mais elle peut aussi structurer une forme négative. À son extrême, ce serait la représentation du terrible cannibale qui ne possède pas le don d'humanité. En citant Benoît Delétoile, dans la comparaison avec ce musée du soi, la notion d'un musée des autres est beaucoup plus étrange. Un tel musée ne renvoie pas d'abord à un nous, mais précisément à ceux qui sont définis comme différents. La délimitation du domaine du musée est alors négative. Les autres sont-elles, par contraste, avec nous. En plus de cette séparation entre le musée de soi et le musée des autres, il y aurait une seconde dualité entre le musée esthétique, le musée dans lequel il y aurait de l'art avec un A majuscule, et le musée scientifique qui présenterait des phénomènes classés dans une organisation qui représenterait de manière raisonnable une réalité. Si le musée esthétique reposerait plutôt sur le jugement subjectif, le musée scientifique reposerait plutôt sur un jugement qui se voudrait objectif. Ces deux types de musées proposent aux spectateurs deux expériences distinctes d'appréhension d'objets de collection. Parfois l'un prend des éléments à l'autre pour des raisons diverses, mais ils ont toutes deux pour fonction de produire une représentation du monde, de produire un point de vue structurant la réalité, ou encore de produire un microcosme permettant de déduire par analogie le fonctionnement d'un macrocosme. Je cite Delétoile. Dans un musée d'art, le principe de hiérarchisation est la valeur esthétique attribuée aux diverses œuvres, en fonction d'un canon implicite ou explicite. Dans un musée de sciences, les collections sont hiérarchisées en fonction de leur représentativité et de leur capacité à illustrer une démonstration ou une théorie. Au total, ces divers principes de hiérarchisation correspondent à autant de visions du monde incarnées par le musée. Je me retrouverai ainsi face à 4 typologies de musées relativement distinctes. Le musée scientifique du soi, le musée scientifique des autres, le musée esthétique du soi et les musées esthétiques des autres. Ces 4 types de musées entretiennent des relations complexes entre eux et se réfèrent les uns par rapport aux autres. Ils utilisent des modalités relativement similaires pour présenter des objets à un public dans une scénographie, mais la perception du spectateur et de la finalité du musée est différente en fonction du type de jugement, objectif-subjectif, ou du type d'humanité présentée. En fonction des cas, il peut y avoir la représentation d'une identité en continuité avec le spectateur moderne ou d'une identité qui serait en rupture, dans une relation de séparation avec le spectateur. Je tente déjà d'aborder les 2 premiers cas, qui sont le musée objectif de soi et le musée objectif de l'autre. Pour un musée scientifique du soi, le cas typique me semble être un musée folklorique. Il y aurait avec ce type de dispositif muséographique la constitution d'une définition qui se voudrait objective concernant les descriptions identitaires. La formule d'un tel musée pourrait être « Voici ce que nous sommes, car voici comment nos aïeuls se comportaient, comment ils s'habillaient, quelles architectures ils affectionnaient, quelles histoires ils se racontaient. » De toute cette amas de propriétés, il y aurait quelque chose qui demeurerait en continuité avec le spectateur moderne, ce que je pourrais qualifier de tradition, qui nous relierait en tant que communauté de type national, régional, ethnique, corporatiste ou tout autre type de relations sociales. En suivant Anne-Marie Thiès dans son ouvrage datant de 1999, La construction des identités nationales, il est possible de percevoir à quel point le contenu supposé objectif des collections de type folklorique serait une construction moderne. En réalité, ce seraient des réaménagements d'un passé reconstruit, des signes qui référeraient à des traditions inventées. Durant l'industrialisation de la société européenne, la tradition va progressivement trouver son modèle dans les coutumes paysannes. D'après Anne-Marie Thiès, je cite,
Des coutumes paysannes, initialement jugées dignes d'intérêt simplement comme vestiges de la culture ancestrale, deviennent aussi symboles de la patrie et référents ethniques. La paysannerie sert désormais à prouver qu'en dépit de tous les changements observables, la nation reste immuable. Au XIXe siècle, il y aurait eu une vague de collecte de traditions, la constitution de représentation de ce qui unirait la nation devenant un enjeu politique. Face à la faiblesse des usages traditionnels qui étaient réellement observables, il y aurait de nombreuses libertés de prise par ceux dont la tâche était de faire des inventaires. Je cite. 2 points. L'invention de traditions, dès lors qu'elle améliore le patrimoine et s'effectue sous l'inspiration du génie de la nation, leur semble parfaitement licite. Je cite encore. 2 points. Alors qu'au début du siècle, les traditions populaires semblaient un peu sommaires, elles sont déjà quelques décennies plus tard d'une remarquable richesse. Que ce soit les chants, la musique, les paysages typiques, les costumes traditionnels, il y aurait une prodigieuse invention d'artefacts et d'imagerie qui s'affirmeraient authentiques malgré leurs évidences facticités, à travers desquelles les nations mettent en scène leurs identités sous le signe de la tradition. Afin de présenter et de comparer toutes ces innovations ancestrales et hautement patriotiques, l'occasion privilégiée serait les différentes expositions universelles qui ont eu lieu à travers le monde à partir du milieu du XIXe siècle. Durant l'exposition universelle de 1867 à Paris, d'après Anne Thiès, la section suédoise aurait fait forte impression. Je cite. 2 points. Car les exposants suédois ont eu une idée de génie. Ils ont réalisé une véritable scénographie. Le long d'une galerie, ils ont disposé des niches inspirées de l'architecture médiévale norvégienne. À l'intérieur, ils ont installé des mannequins très réalistes, habillés de costumes traditionnels norvégiens et suédois. À l'exposition universelle en 1878 à Paris, la section suédoise présente des mannequins costumés, des reconstitutions d'intérieur et désormais des villages nationaux apparaissent. Ils représentent des miniatures des différentes nations au travers d'une sélection d'architecture supposée typique. D'après Anne-Marie Thiès, cette section suédoise, je cite, 2 points, fournit le modèle de tous les musées ethnographiques créés en Europe dans les décennies suivantes. Son concepteur a su utiliser un mode d'expression novateur et spectaculaire. Après avoir collecté des costumes et des ustensiles, ce concepteur monte en 1880 le musée nordique, avec des dioramas qui présentent des mannequins de cire sous forme de tableaux vivants. Tous les grands musées folkloriques européens s'ouvriront dans la décennie en s'inspirant des expériences suédoises. D'après Anne-Marie Thiès, ces musées du soir rempliraient 3 fonctions. Une identitaire, une scientifique, et enfin ils serviraient de modèle. Je la cite. 2 points. Leur forte charge identitaire est destinée à exalter le sentiment patriotique. Leurs collections doivent rassembler les matériaux nécessaires à une étude scientifique de la civilisation matérielle traditionnelle, mais ils ont aussi, très explicitement, une finalité pratique, fournir aux artistes et aux artisans des modèles et des motifs pour nourrir la création moderne. Ces musées ethnologiques du soie, malgré le fait que leur contenu soit tout à fait moderne, c'est-à-dire que ce soit au moins des traditions modernisées, sinon souvent des traditions inventées, ils remplissent une fonction identitaire, une fonction scientifique, et enfin ils orientent la création moderne. Ce que l'on nomme art populaire, ou encore ce que l'on peut qualifier par mouvement de type art and craft, avec toutes les variations possibles, découlerait et correspondrait aux dynamiques de ces musées folkloriques. Tout en restant dans le domaine du musée qui produirait un jugement objectif, c'est-à-dire que le contenu de l'exposition devrait déterminer le jugement du spectateur. Passons au deuxième cas, qui serait le musée scientifique de l'autre. Le cas exemplaire de cette typologie serait le musée d'ethnologie, que ce soit celui du Trocadéro ouvert en 1878 ou son successeur, le musée de l'Homme, à partir de 1937. Dans son ouvrage Le goût des autres, Benoît de l'Étoile nous propose une généalogie pour ce type de musée. Je me propose de tenter un petit résumé. À la période de la Renaissance, à la différence de l'art antique grec qui est constitué comme un modèle, les objets des autres cultures, par exemple les objets aztèques qui sont arrivés jusqu'au regard de Dürer, restent en dehors du canon artistique. Ce ne sont pas des objets considérés sous le label art, mais ce sont des merveilles. Au XVIe-XVIIe siècle, une distinction importante est élaborée entre 2 manières de montrer des collections d'objets. D'un côté, il y aurait des galeries qui petit à petit structureraient le canon de ce qui s'appellera Beaux-Arts, et de l'autre, il y aurait des collections montrées dans des cabinets de curiosité. Là encore, l'art des anciens, et les Grecs en particulier, seront intégrés dans un canon artistique qui se référerait à la construction du nous, et les artefacts des autres cultures, qui intéresseraient pour leur rareté, se retrouveraient plutôt dans des cabinets de curiosité, encore nommés chambres des merveilles. Quand ces objets rentrent dans des collections merveilleuses, ils perdraient tout rapport à leur valeur d'usage, à leur fonction initiale, et deviendraient des représentants d'une spécificité, voire d'une étrangeté, d'une altérité.
En même temps, ces cabinets étaient construits comme des entreprises encyclopédiques qui devaient permettre une étude et qui auraient fonctionné comme une sorte de microcosme à classer et à analyser. Au XVIIIe siècle s'affirmerait une distinction entre les cabinets de curiosité et les cabinets d'histoire naturelle. Les premiers présenteraient des objets rares, les seconds des séries d'objets permettant d'établir des causalités de nature scientifique entre elles. Je cite Benoît de l'Étoile, : Les musées d'histoire naturelle représentent les successeurs des cabinets de curiosité, précisément quand la curiosité se voit remplacée par la science. Ce serait dans ce canon que les musées scientifiques puiseraient leurs sources. Je cite encore de l'Étoile, : L'histoire de l'Ashmolean Museum à Oxford permet de suivre la transformation progressive du cabinet de curiosité en musée d'histoire naturelle, dont le musée d'ethnographie est lui-même une dérivation. Ce musée objectif de l'autre, qu'est le musée d'ethnographie, s'il utilise le même modèle de sérialité que le musée de sciences naturelles, il garde néanmoins, de manière sous-jacente, quelque chose de cette fascination du merveilleux, mélangé à un sentiment romantique proprement moderne. Néanmoins, ce dernier aspect se souhaiterait gommer au profit d'un classement qui serait strictement raisonnable. Ainsi, le musée d'ethnographie, hérité des cabinets de curiosité merveilleuses et des cabinets de sciences naturelles raisonnables, aurait cherché un équilibre entre une systématisation du monde et une fascination teintée de magie pour une humanité primitive. Les musées d'ethnographie se voudraient des outils de connaissance, mais seraient aussi des outils politiques. Sous des discours positifs, ces musées accompagnaient la dynamique de colonisation propre à leur époque. Ces discours peuvent sembler avec le recul d'une belle hypocrisie, tant se croisent la valorisation de la diversité des cultures et la glorification de l'empire colonial. De ce point de vue, le musée de l'homme, dont l'objet d'étude et de monstration est la diversité du genre humain, est un cas très intéressant. En suivant l'ouvrage Le goût des autres, le musée de l'homme ouvert en 1937 est constitué à la fois d'un lieu d'exposition, mais aussi d'un laboratoire de recherche, comme l'explique Jacques Soustel, le sous-directeur du musée de l'homme en 1938, que je cite : Le musée a pour fonction de conserver et d'exposer des collections anthropologiques et ethnographiques que le laboratoire a pour fonction d'étudier. Le musée public, avec ses galeries d'exposition, est comme l'avers d'une monnaie dont le laboratoire serait le revers. Ce musée-laboratoire deviendrait un lieu de stockage d'objets qui ne seraient pas des œuvres au sens habituel du terme, mais qui seraient plutôt considérés comme des archives, des données à classer. Pour l'anthropologue Marcel Mauss qui a travaillé dans le musée de l'homme, je le cite : La muséographie d'une société consiste à établir des archives matérielles de cette société. Les musées sont des archives. Il affirme même que, concernant les peuples que l'ethnologue analyse, je cite : Les collections de musées restent le seul moyen d'écrire l'histoire. Je peux noter aussi que ces diverses archives, ces ensembles de traces qui deviennent des collections, ont été collectées par des anthropologues ou par des structures coloniales à l'époque du musée. C'est-à-dire que les prélèvements d'objets, leurs analyses, leurs classements, le sens qu'ils leur est finalement donné, auraient été entièrement menés par les scientifiques occidentaux des pays colonisateurs, sans que les autochtones, les premiers concernés, ne puissent réellement intervenir. En cela, l'ethnographie détermine et représente l'histoire des sociétés qui n'ont prétendument pas d'histoire. Le modèle de construction de l'identité de l'autre dans un laboratoire à partir de fragments de cette altérité est très efficace en ce sens où le spécialiste entreprend de présenter des séries, des classements sous couvert de scientificité, ce que l'on ne peut pas contredire raisonnablement. Les savants hiérarchisent ou organisent les différentes sociétés humaines les unes par rapport aux autres. Mais ce n'est pas tout. Le musée de l'homme aurait eu prétention à représenter l'humanité dans son ensemble, il y avait donc aussi une partie réservée au folklore européen. Celle-ci était mise en relation avec les cultures non occidentales. Le musée ethnologique deviendrait alors ce fameux belvédère hors du monde dans lequel il serait possible de décréter ce que serait la réalité de la diversité humaine. Je cite Benoît de l'Étoile, : Le musée entend refléter la réalité qui lui est extérieure, tout en la présentant de façon ordonnée. Le musée est un microcosme qui présente une mise en ordre du monde, une cosmologie, en fonction d'un principe de classement. Plus loin, je cite encore : Il s'agit d'un discours de vérité, qui expose au sens propre une ontologie, une cosmologie. Il définit au nom de la science de l'homme ce qu'est la réalité du monde et la place qui occupe l'humanité. Que le musée transforme le sens des objets qu'il expose, c'est une évidence. Que le nouveau sens apporté par le musée transfigure les représentations du passé que médiatisent maintenant ces objets, cela a pour effet de faire oublier la fonction première des objets, leur fonction d'usage, pour leur donner une nouvelle aura, une certaine nostalgie d'une période passée, que j'appellerais volontiers tradition. La reconfiguration de cette tradition, ou plutôt cette invention des traditions, que produisent les musées, est d'autant plus efficiente qu'elle est sous-entendue par un discours scientifique, en correspondance avec un impératif patriotique ou identitaire. Une telle prise de liberté historique est-elle gênante ?
Et si oui, en quoi ? Afin de répondre au mieux à cette question, je reviens un instant sur la notion de la représentation de soi, de la figuration de ce qui serait nos traditions. Les costumes folkloriques européens ont été souvent représentés de multiples formes et couleurs, cela par opposition avec les costumes modernes homogènes et grisâtres. Il est évident que la paysannerie européenne pré-moderne ne pouvait pas se permettre de posséder des tenues dont la pigmentation était si onéreuse. Les représentations de paysans que l'on trouve dans les documents d'époque indiqueraient plutôt qu'ils s'habillaient avec des tenues à l'allure sale ou sombre, rapiécées et usées jusqu'au dernier fil. Alors qui cela gênerait-il d'augmenter de la sorte les représentations, de produire de fiers ancêtres paysans ? Quel tort y aurait-il à inventer une haute culture populaire ? D'après Anne-Marie Thiès, cet intérêt soudain pour une forme de renaissance des coutumes paysannes ou populaires a été le moyen de contrebalancer symboliquement avec l'économie capitaliste dominante et l'industrialisation aliénante, transformant en profondeur les populations, leurs pratiques et l'avènement d'un prolétariat urbain. Je la cite. 2 points. La paysannerie sert désormais à prouver qu'en dépit de tous les changements observables, la nation reste immuable. Les musées folkloriques ou de tradition ont rempli cette fonction de contre-modèle à la modernité, permettant de se ressourcer face à une industrialisation trop aliénante. Même si les sources sont des plus opaques, et si elles sont souvent fantasmées, ce folklore a pour fonction de structurer une identité commune valorisée. Il y aurait une forme d'invention conservationniste, amenant un effet unificateur et stabilisateur sur des populations dont la représentation était augmentée en comparaison de la réalité. Mais, quand il s'agit d'exposer les traditions des autres cultures, quand il s'agit de définir l'essence de leurs altérités au travers du dispositif muséal, les effets secondaires sont complexes et parfois pervers. L'aspect positif serait que la représentation de cette identité différente a pour contre-effet, dans un jeu de miroir, de définir notre identité propre. Le musée des autres serait ainsi un musée du nous par renversement. Néanmoins, ce reflet à l'envers ne correspond pas à une réalité, mais provient de nos stéréotypes et de nos intérêts. Et surtout, il vient redéfinir des groupes humains encore existants qui subissent les représentations construites, quelle que soit par ailleurs leur propre perception de leur réalité. C'est peut-être cela qui serait si dévastateur avec un musée ethnographique. Sous couvert de scientificité, la formulation identificatoire pourrait être « Pour notre bien, vous êtes cela ». Enfin, si ce type de musée avait le pouvoir d'influencer ces populations dans leur représentation d'eux-mêmes, par exemple dans un contexte de colonisation où le dominant définit l'essence du dominé, alors les effets sont potentiellement catastrophiques. Le dispositif devient plus pervers qu'une transformation des mœurs imposée par une puissance étrangère. Dans le cas d'une construction identitaire telle que celle constituée par les musées ethnographiques, la reconstruction scientifique d'une tradition a certes pour effet de remplacer les habitudes qui prévalaient, mais en plus, il y aurait la disparition de l'historicité même du changement. Il y aurait une identification totale à la nouvelle version imposée par le colonisateur, une reconfiguration sociale et symbolique en fusion avec une tradition inventée, qui construirait un mélange entre une modernité liée à la construction historique récente avec une primitivité fantasmée, vecteur d'une identité que l'on peut nommer, je prends des guillemets, indigène. Ce serait une sorte de réenracinement par l'extérieur après un déracinement par ce même extérieur. Cette dynamique aurait pour effet secondaire de rendre délicat toute tentative de démêlement de ce qui serait réellement avant ou après l'intervention de l'extériorité dominante. Dans le cas japonais, il n'y a pas eu concrètement de colonisation par une extériorité qui a imposé une représentation identitaire au travers de dispositifs tels que des musées coloniaux. Néanmoins, la construction identitaire du Japon moderne a donné lieu à un nombre considérable de traditions inventées en relation avec les présupposés et les attentes des puissances dominantes à la fin du XIXe siècle. L'importation de la catégorie des beaux-arts, l'importation de la catégorie de l'esthétique, la construction d'une histoire de l'art et des infrastructures muséales ont été menées avec le souhait d'une représentation d'un nous japonais, d'une identité japonaise. D'une certaine manière, cette dynamique ressemble à celle qui a eu lieu dans beaucoup d'autres pays qui ont constitué leur cohérence en tant qu'État-nation en Europe. Mais, comme l'ensemble des canons étaient importés depuis des modèles très éloignés, et comme la pression d'une possible colonisation pesait puissamment jusqu'à la fin du XIXe siècle, ce nous japonais structuré par les premières tentatives du musée ou d'exposition serait potentiellement lié au regard européen délimitant un autre. Au début de ces aventures institutionnelles, ce qui était montré aux yeux des Japonais était directement en lien étroit avec ce qui était montré aux yeux et aux attentes des étrangers, notamment dans les expositions universelles. Cette construction du nous est si puissamment imprégnée d'une construction d'une altérité, parfois nommée Orient, sans pourtant qu'il soit imposé par une domination comme dans le cas d'une colonisation. En cela, il me semble très délicat de décrire en une synthèse simple la procédure de définition identitaire lors de la fondation des musées au Japon. Après avoir exploré les musées du nous et les musées des autres basés sur le jugement objectif ou scientifique, il me reste à approcher le musée qualifié d'esthétique.
c'est-à-dire celui qui serait basé sur un jugement supposé subjectif.